Bonjour à tous, merci d'assister à cet atelier. On va parler des VoiceBots, donc peut-être un nouveau collègue pour soulager les conseillers, les agents du centre d'appel. Et aujourd'hui, en fait, j'aurai le plaisir d'accueillir deux invités exceptionnels. Donc Sylvia Fabaro, consultante pôle client d'Enedis, et Borja Sixto du Lex. Alors je vous laisserai vous présenter dans quelques secondes. Et en fait, dans cet atelier, on va voir ensemble comment il est possible d'aller automatiser une partie du travail au centre de contact sans pour autant nuire à l'expérience client. Puisque on l'a vu par le passé avec Gaps qui nous a fait un petit dessin humoristique là sur ce que l'on ressent encore une fois ou que l'on peut trouver encore une fois dans certains centres de contact avec le taper 1, taper 2, taper 3 où on est un petit peu à devoir obéir à la machine. Et bien là en fait l'objectif c'est au contraire que la machine obéisse à votre voix. Et donc là, c'est un petit dessin qu'on voit aujourd'hui, mais tout à l'heure, à 17h, Gaps nous fera des petits dessins de résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui, avec humour, comme il sait si bien le faire. Alors, pour revenir à notre atelier, on va avoir surtout un retour d'expérience de Sylvia, qui a vraiment du recul maintenant, parce que ça fait plus de 3 ans que vous avez mis en place le premier VoiceBot chez Enedis. Donc, c'est quelque chose qui est déjà entré dans les mœurs. Et on va parler donc des 3 VoiceBots que vous avez mis en place. Mais d'abord, peut-être en quelques mots, ceux qui ne connaissent pas Enedis, tu peux présenter, je sais pas, ton métier et Enedis, et après on laissera bien sûr Borja nous parler du Lex. Alors bonjour déjà, merci de me donner l'opportunité d'être là avec vous ce matin. Donc Enedis, c'est le distributeur d'énergie qui gère le 95% de la distribution d'énergie en France. Et moi, chez Enedis, je travaille dans la direction client. Et en particulier, je m'occupe de la digitalisation de la relation client. Et effectivement, dans ce contexte, j'ai mis en place, comme vous le dites, des solutions voice pour les clients, chat également. Et ça fait partie de la digitalisation. Mais sur le voice, je vous raconterai du coup tout à l'heure. Ah, merci Sylvia. Alors, Borja, nous, on se connaît très bien parce qu'on se parle tous les jours au téléphone. Oui, quasiment. tous les jours. Et donc, tu es un de nos partenaires technologiques et en tout cas un partenaire technologique clé pour les VoiceBots et CallBots. Est-ce que tu peux présenter Ulex en 2 minutes? En 2 minutes, oui. Alors, Ulex, c'est une société finalement qui a été créée dans les années 2000. Et depuis les années 2000, on est sur l'automatisation des appels. Aujourd'hui, avec l'émergence de nouvelles technologies, notamment grâce à l'intelligence artificielle, on propose de nouveaux modes d'interaction, le langage naturel. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit, on va parler avec une machine. Elle va être capable finalement de nous assister et de résoudre une partie des problématiques qui génèrent les appels sur les centres de contact généralement. Voilà. Et donc Borja gère en fait une partie qui est clé, qui est l'orchestrateur, qui nous permet nous de dialoguer avec les clients, les différentes briques technologiques. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui, c'est que donc tu as vraiment beaucoup de recul, puisque tu accompagnes avec tes outils, tes briques technologiques, des grandes banques françaises, des grands transporteurs de colis de particuliers, tu fais même du recouvrement à l'international, enfin vraiment tu as un beau recul sur pas mal de solutions, pas mal de secteurs d'activité. Donc c'est intéressant d'avoir le retour de Sylvia, 3 ans déjà d'expérimentation avec les bots, et toi qui as 5-6 ans sur différents projets de services vocaux. Alors justement, on va commencer dans le vif du sujet. Alors pourquoi on a voulu faire cet atelier puisque je ne sais pas si vous avez suivi récemment l'élection du service client de l'année, où ils ont mis une étude qui était assez intéressante. Donc le téléphone reste toujours le canal numéro 1. Et on voit bien qu'il y a l'automatisation actuelle de tout ce qui est bots, avec l'émergence des chatbots qui arrivent maintenant à faire 23% des interactions avec les services clients. Et pourtant, de manière assez étonnante, si les chatbots sont passés de 9 à 23% en l'espace de 3-4 ans, c'est le canal qui offre le moins bon taux de satisfaction, avec seulement 47% de taux de satisfaction contre à peu près 60% pour le téléphone. Et on voit bien qu'on a une émergence des bots et pourtant une satisfaction qui n'est pas la meilleure, qui est même la moins bonne. Et justement, le but de cet atelier-là, c'est de voir ensemble comment faire pour ou mettre en place un bot qui va vraiment donner une bonne expérience client. Et donc voilà, ce retour d'expérience de vous deux va être essentiel. Alors la première chose justement Sylvia, est-ce que tu peux nous présenter ces 3 projets VoiceBot que tu as mis en place chez Enedis avec pourquoi, comment ça s'est passé
et surtout les résultats et qu'en pensent les utilisateurs et les conseillers. Oui, alors, donc effectivement, il y a 3 projets dont, juste pour la précision, il y en a que 2 qui sont en production et le troisième, on est encore en phase de build et on travaille avec vous en plus. Donc, on n'est pas encore en production, mais nous sommes optimistes quant à ces résultats et à la satisfaction qu'il va produire. Donc, le premier bot, effectivement, ça fait 3 ans qui est en production. C'est un voice bot destiné aux fournisseurs d'énergie. Fournisseurs d'énergie qui pour nous sont des clients finalement. Mais des installateurs, grosso modo. C'est des commercialisateurs, voilà. C'est Direct Énergie, par exemple EDF, aussi, GRDF, etc. C'est les fournisseurs d'énergie, c'est les commercialisateurs. Donc les commercialisateurs, ils reçoivent des appels des clients et puis parfois, ils nous appellent parce qu'ils ont besoin d'informations. Or, ils nous appellent pour plein d'informations, plein de motifs différents. Sur un motif, une option particulière, on a mis un voice bot pour automatiser la recherche de l'information qu'il leur faut pour satisfaire la demande de leurs clients. En particulier, c'est la recherche du point de livraison. Quand vous, clients, vous et moi, on appelle le fournisseur d'énergie, il va nous demander notre point de livraison. Et les fournisseurs, bien qu'ils disposent de manière autonome pour retrouver ce numéro, souvent nous appellent. Oui, puisqu'ils pourraient très bien le chercher sur Internet, mais ils ont l'habitude soit de décrocher le téléphone pour dire je vais appeler le service client Enedis, ça va être rapide, je vais avoir exactement, ils ont une ligne dédiée, mais c'est pour les questions urgentes. Alors, pour chercher le PDL, effectivement, le point de livraison, ils ont d'autres manières. On a mis à disposition aussi des portails pour cela, mais ils nous appellent. Donc, du coup, ces appels, qui ne sont pas forcément des millions d'appels par an, donc la volumétrie est assez limitée, mais néanmoins, ce sont des appels qui génèrent du travail et sans réelle valeur ajoutée. Voilà, c'est répétitif, etc. Donc, ce que nous avons fait, nous avons automatisé la recherche. En gros, on avait déjà des web services qui permettaient de rechercher ces informations, ces identifiants. Donc, à travers ce VoiceBot, on va collecter toutes les informations utiles pour la recherche de ce point, et finalement, on automatise la recherche, et puis on restitue l'identifiant à 14 chiffres au fournisseur. Il n'y a pas d'intelligence artificielle derrière ce VoiceBot, mais il y a une cinématique quand même assez complexe, parce qu'il y a plusieurs appels, là, dit comme ça, on dirait que c'est facile, mais en effet, il y a une cinématique assez complexe, avec plusieurs appels, réappels, filtrage. Et puis, il y a quand même des informations importantes à comprendre, les adresses, par exemple, ou le nom du prédécesseur. Premier étage, ou le nom de la personne qui était auparavant. Donc, ce n'est pas juste, voilà, je voudrais un PDL, mais c'est la personne qui dit, voilà, je voudrais avoir le nom du point de livraison, c'est-à-dire du compteur, de la personne qui habitait au 95 rue Marceau, au 3e étage, et avant l'ancien propriétaire, c'est Madame Fabaro. Oui, exact. Par exemple, et ce cas de figure, c'est l'idéal parce que vous avez donné plein d'informations. Souvent, les fournisseurs ne l'ont pas, donc c'est un peu plus complexe. Mais en tout état de cause, nous avons réussi à mettre en place ce VoiceBot qui est, donc, comme on le disait, en production depuis 3 ans et qui a un certain succès. Puisque finalement a réussi d'une manière ou d'une autre à automatiser ça dépend des directions régionales, mais entre, on va dire, 70 et 80% d'appels. Donc, c'est-à-dire que finalement, les appels qui sont encore traités par les conseillers, qui donc sont transférés par le VoiceBot aux conseillers, sont aux alentours de 20-30%. Donc, ce qui est pour moi un grand succès. En tout cas, ça a soulagé nos centres d'appel vis-à-vis des fournisseurs et on est satisfait. Après, nous avons un deuxième VoiceBot, aussi également en production. Ce VoiceBot-là a été mis en production lors du premier confinement Covid, l'année dernière, 2020, avril 2020. C'est un VoiceBot qui a été mis en place vraiment à la vitesse grand V. À l'espace d'une semaine, 10 jours, on était en production. Parce que, un peu comme tout le monde, on a été pris de court.
Donc, du coup, les accueils clients, dans ce cas-là, hein, je parle plus des accueils fournisseurs, je parle des guichets d'accueil téléphonique pour les clients. Eh bien, les personnes étaient à la maison, comme vous et moi. Et donc, il y a eu pas mal de difficultés pour, comment dire, réaménager un petit peu les espaces de travail à la maison et aussi la prise d'appel, etc. Donc, pour comment dire, alléger cette charge de travail, en tout cas cette manière différente de travailler qui est survenue du jour au lendemain, nous avons mis en place un voicebot, celui-ci avec de l'intelligence artificielle, qui transforme, son but est de transformer l'activité de front office en back office. Alors, évidemment, ce n'est pas l'idéal, mais on l'a fait parce qu'on était en situation d'urgence. Donc, en gros, ce voicebot collecte des informations quand le client nous appelle, on l'appelle. Voilà. La nature de son appel. Voilà, il demande le motif de l'appel. Il s'assure du numéro de téléphone où le client pourra être rappelé. Il lui demande d'autres informations pour connaître la localisation du client, parce que Enedis est divisé en 25 directions régionales. Donc, il faut savoir vers quelle direction régionale, transférer l'appel, mais pas au sens vocal, mais transférer le contact. Voilà, le contact du client. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Comme je disais, on collecte un peu les informations de l'appelant le plus possible. Et puis, on envoie un mail. Le VoiceBot envoie un mail dans une boîte à lettres générique du métier concerné, dès la direction régionale concernée. Et puis, en back-office, les personnes vont répondre ces mails et vont rappeler les clients dans un deuxième temps. Je l'ai dit, ce n'est pas mais ça reste quand même utile, parce que tu me disais que c'était encore utilisé de temps en temps quand il y avait des formations, exactement. Il y avait des débordements. C'est utilisé, on va dire, à la carte, par les directions régionales et les services dans les directions régionales. Parfois, il y a des jours un peu difficiles, on va dire. Et du coup, les directions nous appellent et souhaitent activer le VoiceBot au pourcentage d'appels qu'ils souhaitent. Par exemple, ils prennent que 50%, 100% si c'est vraiment une grande difficulté, pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant une matinée. Donc, il est toujours actif, il est là. Et du coup, on s'en sert. Mais, comme je le disais, ce n'est pas notre but de rappeler les clients derrière, parce que de facto, génère du travail. Oui, puisqu'en fait, les gens, ils ne sont pas joignables. Et après, ils ne sont pas joignables au moment où. Donc, effectivement, ce n'est pas l'idéal. C'est vraiment pour pallier à une urgence. Mais néanmoins, moi, je pense que ça a été, on va dire, un succès dans ce sens-là, parce qu'on était tous vraiment dans l'urgence. Et il y a toujours ces situations d'urgence ou d'imprévus qui arrivent. Et là, ça permet de compenser, au moins de rendre le service minimum, quoi. Ah oui, complètement. Mais du coup, et là j'arrive sur la troisième expérience qu'on souhaite faire, qui elle n'est pas encore en production, mais qui est, comment dire, en phase de build avec vous. Donc là, pour le coup, c'est un vrai VoiceBot dont le but est double. Alors déjà, le premier objectif de ce VoiceBot est d'orienter, de comprendre, de classer, de comprendre le métier sous-jacent au contact du client, pour après soit y répondre, soit répondre à la question si celle-ci est relativement simple, ne porte pas sur des données personnelles, etc. Parce qu'il faut dire qu'il ne sera pas, tout du moins dans un premier temps, connecté au SICR d'Enedis. Donc c'est juste, il se source dans une base de connaissances, du coup il peut répondre aux questions génériques. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'intelligence de ce VoiceBot, il vient en fait du web et il est déjà testable via le chatbot qui est sur le site internet. Complètement. Parce que vous avez fait un gros boulot là-dessus. Alors oui, sur le site Enedis, il y a un chatbot qui est en bas à droite et c'est un petit rond. Et ce chatbot, comment dire, est la prémisse. En tout cas, il a un socle technique qui sera réexploité par le VoiceBot, donc avec des bases de connaissances et l'orientation, comme je l'expliquais. Donc il y a d'abord une couche d'intelligence artificielle qui permet
d'orienter la question du client, et puis ensuite une deuxième couche pour répondre au client. Donc comme je disais, donc, il y a un double objectif. Déjà de comprendre le motif d'appel pour éventuellement, si on ne sait pas répondre, adresser le client vers les bons interlocuteurs. Oui, parce que tu me le disais, des fois ils appellent un numéro professionnel alors que c'est des particuliers, etc. Ça arrive après le client. Aujourd'hui, nous avons un SVI des plus classiques, un SVI des TMF, taper 1, 2, 3, un peu comme la petite vignette, taper. Et puis le client, parfois, il s'y perd un peu, il se perd un peu un chemin ou il n'écoute pas trop. Donc finalement, il est adressé vers un interlocuteur qui n'est pas le bon et qui donc, par conséquent, va retransférer le client vers le bon interlocuteur. Donc tout ça, on veut déjà éliminer toute cette partie d'adressage, de mauvais transferts par cette couche, comme je disais, d'intelligence artificielle qui interprète le motif d'appel, et puis si on y arrive, aussi répondre aux clients et de ce fait soulager les conseillers et diminuer le nombre d'appels entrants. Ouais, et c'est vrai qu'un des avantages, c'est que actuellement le SVI est donc ouvert aux horaires de bureau. En plus, oui, il y a ça aussi. Et alors là, par contre, avec le bot qui sera ouvert 24 heures sur 24, oui. S'il y a des demandes qui sont traitables en FAQ, oui. c'est-à-dire, comment je fais pour trouver, j'ai un problème avec ma facture d'électricité ou n'importe quoi, je veux faire élaguer, voilà, on le voit de temps en temps dans nos tests, et je veux élaguer des arbres ou j'ai un chantier, comment je peux enlever la borne Enedis. Oui. Ça, c'est des questions à très faible valeur ajoutée, oui. et le bot pourra y répondre 24 heures sur 24. Le client a la réponse tout de suite, oui. et le conseiller sera soulagé de cette demande-là. Complètement, et le client sera satisfait de pouvoir avoir sa réponse tout de suite. La base des connaissances est la même que celle à disposition sur le chat, mais comme tu l'as dit... il faut les adapter. Non, il faut les adapter, mais je disais, le moyen de communication encore préféré par le client, c'est le téléphone. Il n'y a pas photo entre le nombre de contacts par chat et le nombre d'appels. Donc le but, c'est d'aller automatiser avec la meilleure expérience possible la partie téléphonique qui est indispensable pour beaucoup de gens. Complètement. Après, on ne rêve pas non plus. On sait très bien qu'il y aura... moi, je ne sais pas encore, on verra. J'espère d'avoir 10-20% d'appels au moins automatisés, ce qui fera déjà un grand... Enfin, ça sera pour nous un grand succès. Alors, juste pour finir sur ces parties bots, on a vu qu'il y avait 70% des appels pour le PDL, pour le premier bot qui était résolu. Pour les conseillers, qu'est-ce qu'ils en pensent justement, en particulier pour ce bot PDL? Ah ben oui, ils sont contents, mais parce qu'évidemment, c'était un travail, comme je le disais, sans trop de valeur ajoutée. Donc, effectivement, si on passe de 100% à 20, voire 30% d'appels à traiter pour ce motif, c'est que du bonheur. Donc ça, on peut dire que le premier VoiceBot, c'est un succès. Le deuxième, comme je disais, ça sert pour gérer vraiment les situations de crise. Donc on est sollicité de temps en temps maintenant. Et entre guillemets, moi j'espère qu'il n'y aura plus de crise comme... voilà, évidemment. Hein. Et le troisième, on est en plein dans l'aventure et j'espère pouvoir l'ouvrir début 2022. Ok. Alors maintenant justement, on voit que technologiquement on arrive à sortir des choses. Comment on fait pour faire en sorte que le VoiceBot ou le callbot comme on l'appelle va offrir une bonne expérience client? Toi qui as ton retour sur ces 2 VoiceBots mis en production et celui qui est en cours, quels seraient les conseils essentiels que tu donnerais à quelqu'un qui veut mettre en place un bot? Donc, beaucoup de patience. Non, mais il faut voir déjà à qui s'adresse le bot. Par exemple, comme je disais, le premier, c'est lui pour la recherche de l'identifiant du PDL, s'adresse à des collègues, s'adresse à des fournisseurs. Donc on est en relation B2B. Donc, on utilise un jargon, comme dans chaque métier, et on peut se permettre de continuer à utiliser ce jargon. On se comprend. Si on dit PDL, on se comprend. Alors que le client lambda, il faut dire le point de livraison. Et encore, le numéro de compteur, il comprend peut-être un peu mieux. C'est 2 choses différentes. Mais je veux dire, après, on lui dit que vous trouvez sur votre facture, etc., etc. Donc, il y a un petit peu plus de pédagogie. Alors que si on est dans un cadre B2B, on parle la même langue, j'ai envie de dire. Donc,
on a moins de soucis sur, comment dire, sur la recherche d'une simplicité, et en gros, pour être vraiment compris par le client lambda. Alors déjà, il y a pour moi un travail important à soigner sur comment on s'adresse en fonction de la cible à qui s'adresse comment dire, le voice bot. Donc après, il faut essayer de faire simple. Il faut essayer de faire simple, mettre, si possible, le moins de questions possible, quitte après à transférer. Parce qu'on ne peut pas non plus, comme je disais, on ne rêve pas, hein, on ne peut pas automatiser tous les appels, loin de là. Il faut se concentrer, à mon avis, sur les motifs d'appel les plus fréquents, avec la loi de Pareto, 80-20, hein, comme on dit toujours, pour essayer d'automatiser et de bien soigner au moins tous les cas de figure qui concernent les cas les plus récurrents, les plus fréquents. Avec un langage, comme je disais, qui s'adresse bien vers la cible. Après, donc essayer de faire simple, hein, comme je disais, le moins de questions possible si on y arrive. Oui. Et c'est vrai qu'il y a une chose qui est intéressante qu'on a vue dans votre projet et qu'on ne voit pas tout le temps, c'est qu'en fait, vous avez quand même délégué la gestion des questions et des réponses au métier. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on ne voit pas tout le temps. Souvent, c'est fait par des informaticiens, chefs de projet, un spécialiste. Là, comme vous avez donc divers métiers, c'est assez original et j'aimerais bien justement que tu nous parles un petit peu de cette maintenance et cette réalisation des questions. Oui, après il y a un autre thème que je n'ai pas dit, c'est l'MCO et la maintenance. Il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, c'est pas non plus... Il faut la maintenir, il faut entretenir, il faut entraîner, on dit ça, le robot pour qu'il comprenne différentes manières de dire, de poser une même question. Et puis au fur et à mesure, effectivement, il devient de plus en plus autonome. Donc aussi... Et je l'ai vu, on l'a constaté sur le chat, hein, que, comme je disais, on a mis en ligne, c'était début 2021, et qui pose un petit peu le socle technique et également les bases des connaissances pour le voice. Quand on le met en ligne, il faut être sur le starting block pour l'MCO, parce que bien qu'on puisse avoir imaginé plein de manières de poser la question, quand on ouvre, après, c'est le client. Et les clients... Ils sont très créatifs. Ils sont créatifs, ils ont beaucoup de fantaisie et c'est surtout qu'ils utilisent un langage bien loin d'une autre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Et on l'a fait en plus ensemble. On a fait deux choses. Déjà, on a créé les bases de connaissances, donc le paramétrage des différentes questions-réponses avec notre centre d'expertise nationale, donc pas la DSI, hein. Donc, c'est vraiment des experts dans les différents métiers. Parce que, bon, chez nous, il y a différents métiers différents. Le raccordement, le centre d'accueil dépannage, la production d'énergie, Linky, l'accueil client, etc. Donc, chaque métier avait quelques experts qui étaient dédiés, je parle au passé, mais c'est encore d'actualité, qui est dédié à le paramétrage des bases de connaissances, qui en plus ont été revues et réadaptées à la voix. Ça, c'était un énorme travail. En chat, les réponses sont plus longues, on donne des PDF, on met des options. On met des boutons, oui, des options. Sur la voix, on essaie de limiter les boutons, limiter les options, on ne donne pas des PDF non plus. Donc, on a dû revoir toutes nos bases de connaissances. Et puis, aussi, ce que nous sommes en train de faire maintenant, on fait des tests directement avec les directions régionales, donc avec les personnes qui sont habituées, qui sont là tous les jours à répondre aux clients, et on leur dit, fais semblant d'être un client et pose la question telle que le client la poserait. Donc là, on a des phrases, parfois sans verbe, on a juste des mots. Et c'est vrai ou alors des gens qui disent j'ai un problème avec mon compteur LinkedIn. Alors que c'est Linky, mais bon, ce sont les clients. Oui, c'est ça. Et ça, nous, franchement, moi, j'y penserais jamais à ça. Donc, c'est important. Pour répondre à ta deuxième question, les clés du succès, donc ça, c'est faire tester le plus possible ceux qui sont les plus proches des clients, du coup qui connaissent les clients et qui connaissent la manière de s'exprimer des clients. Ça, c'est quelque chose que je considère très importante pour après, déjà, trouver les questions les plus fréquemment posées, parce que c'est eux qui savent, et la manière de s'exprimer des clients. Manière de s'exprimer qui, encore une fois, est différente du chat à la voix. Sur le chat, on a encore un problème encore différent. Les gens sont habitués à Google, donc ils écrivent un mot.
Mais sauf que le chat, avec un mot, parfois, il ne sait pas trop quoi en faire. Et du coup, il dit, j'ai besoin de précision, est-ce que tu peux... Voilà. Et il repose une question au client pour essayer qu'il développe une phrase. C'est un peu plus, parce que parfois, on est tous habitués à Google. Du coup, on met un mot en recherche, mais le chatbot n'est pas un moteur de recherche. Oui. Le chatbot est conversationnel, donc il a besoin d'un peu plus, que les phrases soient un peu plus étoffées. Donc ça, c'est un problème qu'on rencontre... en tout cas que nous avons rencontré à l'écrit. Et donc pour l'oral, il y a les façons de s'exprimer, etc. Et je disais, donc le fait de faire tester en amont par les conseillers clients et leur dire, fais semblant d'être un client. Ça permet de se mettre en condition. Justement, ça me rappelle un petit peu la méthode qu'on développe, toi, Borja, et qu'on développe ensemble et que tu gères chez les clients qui utilisent tes briques technologiques. C'est ce fameux enregistrement. Donc justement, est-ce que toi, tu peux nous donner justement quelques bonnes pratiques que tu diffuses et que tu vois chez tous tes partenaires comme Eloquent? Oui, tout à fait. Alors, comme on l'a dit, l'intelligence artificielle, ça se travaille pas que sur le début du projet, mais tout au long, parce qu'on va avoir de nouvelles expériences. Un événement comme le Covid aussi peut ramener de nouvelles intentions, de nouvelles choses à traiter. Et des mots. Et des mots. Du coup, l'historisation de tout ce qui se passe dans le callbot est vitale. Est vitale en termes de réponse. Est-ce que la machine a bien répondu ou pas bien répondu? On veut capter aussi tout ce que disent les utilisateurs et pour améliorer différents composants. On a la composant, comme on l'a dit tout à l'heure, Linky, LinkedIn, c'est des mots qui sonnent de manière très similaire. Est-ce qu'on le rajoute? Est-ce qu'on ne le rajoute pas? Et du coup, il faut avoir une oreille très attentive derrière le robot pour le coacher. Voilà, on parle souvent de collaborateurs, de robots collaborateurs. Le robot a besoin aussi de l'humain pour le coacher et le guider. Du coup, il nous faut beaucoup d'informations sur son activité. D'ailleurs, je crois qu'à chaque fois qu'on fait un projet ensemble, tu nous recommandes d'aller enregistrer les conversations. Alors, dis-nous un petit peu comment ça se passe, cette partie-là. Alors oui, avec les précautions d'usage pour le RGPD CNIL, mais effectivement, plus on est au contact de ce qui se passe en termes d'expérience, mieux on va pouvoir orienter, corriger, détecter même finalement des façons ou des intentions qui ne sont pas pour l'instant traitées par la machine et qu'il faudrait finalement rajouter parce qu'on détecte la récurrence de ces demandes. Donc, il faut, un peu comme quand on fait n'importe quoi, d'avoir une attention particulière sur ce que fait le robot. Alors donc ça, c'est écouter la réalité, la manière dont les gens disent les choses. Après, ce qu'on fait, et alors c'est pas avec ton outil à toi, mais c'est avec d'autres outils, c'est mettre à jour une grammaire. Alors explique-nous un petit peu pourquoi, en fait, parce que pour quelqu'un qui n'est pas du domaine, il pourrait se dire, voilà, vous avez la voix, et vous prenez la voix, vous comprenez ce qui se passe, et puis voilà, vous donnez la réponse. Sauf que dans la réalité, c'est pas aussi simple. On a la voix, on la transforme en texte, on la voit la solution d'analyse sémantique, et explique-nous justement pourquoi c'est vraiment important que cette étape, la voix en texte, doit être optimisée. Oui, alors, l'exemple était très parlant de LinkedIn. Les utilisateurs peuvent avoir des difficultés à prononcer certains mots. Donc, il peut y avoir des accents aussi. On parle souvent finalement des accents. Donc, la compréhension originale de la voix en texte, parce qu'on passe par effectivement un traitement qui va être séquentiel, la voix en texte, le texte ensuite analysé, et ensuite finalement la réponse à apporter, qui est aussi importante, parce que dans beaucoup de cas, on dit que 50% de la réponse est dans la question. Donc ne négligeons pas aussi la partie finalement de tout ce que dit la machine, et quand on entend aussi la machine qui parle, qui s'exprime, parfois finalement son phrasé ou la façon de répondre n'est pas totalement appropriée par rapport à la question qui a été détectée. Ouais, c'est vrai qu'on l'a vu justement dans le cas Enedis, c'est qu'on oriente le client en disant donnez votre code postal, par exemple 7505 pour Paris ou 0600 pour Nice, pour qu'on soit sûr que le client ne dise pas 061 machin, etc., qui peuvent être compris, mais qui peuvent aussi poser des problèmes. Voilà, on oriente l'utilisateur pour quand même qu'il soit dans l'efficacité de la machine. La question ouverte aussi, on peut laisser l'utilisateur en quoi puis-je vous aider, complètement démuni. Nous, on le ressent, puisqu'on écoute les conversations. Il y a un blanc à un moment donné, la personne s'est tellement préparée à dialoguer avec un agent que finalement d'être dans ce mode d'interaction peut les déstabiliser. Donc ça peut être aussi l'occasion de rappeler la mission ou les thématiques que sait répondre à la machine à ce moment-là. Ouais.
Alors, on parle aussi de créer des grammaires spécifiques. Ça arrive quand on a des termes un peu métiers, comme le cas chez Enedis, entre Linky, Enedis et les différents termes techniques. Alors, explique-nous un petit peu cet aspect grammaire personnalisé, pourquoi c'est utile, dans quel cas, etc. Alors, il y a grammaire spécialisée, tu sais, ou modèle spécialisé. Pour, par exemple, Enedis, on a besoin de reconnaître, comme on l'a dit tout à l'heure, le jargon lié à un distributeur d'énergie. Donc Linky est un mot qui n'est pas forcément, qui rentre dans le langage courant aujourd'hui des Français, mais à l'origine, voilà, il faut le rajouter finalement dans l'usage, compteur, Linky, les deux mots finalement ont une association très étroite. Et puis, quand on pose une question plutôt fermée, là, on va utiliser une technique un petit peu différente, ce qu'on appelle des grammaires. Donc la machine va être dans une sensibilité de certaines réponses qui vont être mieux comprises et qui vont faciliter la compréhension, parce que ce qu'on déteste radicalement, c'est la machine qui ne comprend pas ou qui se trompe. Et ça, en termes d'expérience utilisateur, c'est une vraie catastrophe. Donc pour lutter contre ça, en amont, on élabore des stratégies de compréhension et des ajustements de ces stratégies pour que finalement l'expérience utilisateur soit bonne. Alors, je sais aussi que quand on travaille ensemble sur la fameuse adaptation des réponses vocales, on parle souvent de attention aux réponses tiroirs. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement les bonnes pratiques et justement ce qu'il faut éviter avec ces réponses à tiroir? Alors, oui, quand la machine doit répondre, alors déjà, comme on l'a vu tout à l'heure, il faut une adaptation par rapport au contexte de la voix. On a une mémoire auditive très limitée. Donc, dès qu'on a beaucoup d'informations à faire passer, on va essayer finalement de poser des questions en amont pour finalement identifier de manière très fine dans quel contexte se trouve l'utilisateur. Après, comme on l'a vu tout à l'heure, souvent, on a envie d'envoyer des documents relativement complexes, des liens, éventuellement sur des sites qui vont être finalement où la source d'information est disponible. L'utilisateur a choisi le canal téléphonique pour interagir. Par contre, des fois, la source ne peut pas être complètement diffusée sur ces surtout canaux. s'il y a une panne électrique et la personne elle appelle au téléphone, aller sur Internet, ça peut être c'est compliqué. Oui, mais par contre, ça c'est des cas particuliers. Ouais. En revanche, comme on a vu ensemble, éventuellement, on pourrait envisager de coupler la réponse par un SMS. Voilà, exactement. Tout à fait. J'anticipais peut-être, mais Oui, c'est ça. Pardon, C'est là où je voulais en pardon. venir. Mais c'est tout à fait juste. Voilà, le SMS, effectivement, permet de recevoir, alors on parle d'omnicanalité souvent, un bot qui est accessible aux différents canaux, alors le site web et d'autres canaux de communication. Là aussi, ça peut être un moyen de transférer, de renvoyer l'utilisateur vers une interface qui va être plus à même de répondre à sa question. Ok. Alors, juste pour finir là, cette partie conseil, donc, on a vu ensemble, pas de réponse de plus de 30 secondes parce que le temps d'attention est limité, pas plus de 5 items et éviter la réponse tiroir. Si vous avez ça, alors faites ça. Si vous avez ça, alors faites ça, qui vont perdre en fait les utilisateurs. Parce que les utilisateurs ne sont pas Doris de Nemo, mais ils ont quand même une capacité d'attention, parfois un stress, parfois des conditions d'appel qui ne sont pas faciles, et donc limiter forcément ce tout à fait. Alors après, c'est aussi la qualité de la réponse. Hein. Par exemple, pour une livraison de colis, il est en cours. Déception de l'utilisateur, j'ai challengé la machine ou j'ai une difficulté parfois même pour identifier dans quel cas d'usage j'étais. La réponse est insatisfaisante, pas parce que finalement elle n'est pas en adéquation avec ce qui est réel, mais simplement parce que... le système d'information dit, le bot va chercher le système d'information et le système d'information dit c'est en cours, alors que si la personne a téléphoné, elle s'est dit mais je vais avoir des vraies informations, pas juste que je retrouve sur Internet. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un autre cas d'usage où effectivement, finalement, on doit soigner sur la donnée qu'on va mettre à disposition du client. Il faut qu'elle soit quand même d'une certaine qualité parce que l'utilisateur va appeler. S'il n'a pas la réponse ou une réponse trop banale, ça va générer une déception. C'est ce qu'on appelle la profondeur de la réponse qui va éviter après un transfert à un conseiller. Alors, s'il y a un dernier point avant qu'on passe aux questions-réponses, s'il y a un dernier point pour toi, Borja, et pour toi, Sylvia, à travailler ou les personnes qui veulent mettre en place un voicebot, s'il y a un point à surveiller en particulier, quel serait pour vous deux un point essentiel, un conseil essentiel qu'on n'aurait pas évoqué jusqu'à présent et qui dirait, tiens, je veux mettre en place un voicebot, qu'est-ce qu'il faut faire attention ? Alors peut-être Borja ou... On a dit déjà plein de choses. Une chose qu'on a évoquée, mais
pas vraiment souligné, c'est la MCO après, au moment du démarrage, et aussi le fait de démarrer petit à petit. Nous, on ne va pas non plus ouvrir les vannes. Déjà, on fera une expérimentation, ce qui nous permettra donc de bien après tuner la solution pour la généralisation, mais aussi comment dire, ouvrir les vannes petit à petit avec un pourcentage même ridicule. Oui, un lancement sous contrôle pendant 2 heures. Pour exactement, voir un peu 2 heures, après 1% des appels, etc. Pour les réécouter et pour monter, monter les bots en compétences, donc monter en charge aussi la MCO. Avoir aussi une MCO disponible, enfin des ressources MCO qui soient disponibles sur le starting block au moment de l'ouverture, pour après l'améliorer rapidement en tout cas. Parce qu'il y a une courbe, au départ, la MCO est très importante, et puis après, au fil des semaines... le bot devient de plus en plus intelligent. Mais oui, on l'a vu avec le VoiceBot Covid, ça a été les premières semaines... il ne comprenait pas tout, et puis petit à petit... Et oui, voilà, et après, petit à petit, on l'a amélioré. Ouais. Alors, dernier conseil, Borja, on passe aux questions-réponses, parce qu'il nous reste 3 minutes, là. Tout à fait, je rejoins. On a au début un bot stagiaire, il arrive, il manque de maturité, donc on ne va pas l'exposer directement à un très gros volume d'appels, donc on va y aller progressivement, on va corriger ses défauts, ça prend du temps, comme on l'a vu, il faut écouter. Et moi, la sensibilité qu'on développe aujourd'hui chez Voxibot, c'est justement d'avoir cette attention sur les clients, sur la réponse. On se rend compte qu'il y a des fois des personnes âgées qui sont complètement, ont du mal avec finalement une machine qui pose des questions, voilà. Et ça, il faut l'entendre. Voilà, il faut l'écouter. Il faut passer des heures parfois. Oui, mais quand on a fait des écoutes, il y a des personnes âgées ou normales, qui discutent. Non, mais je suis avec Enedis au téléphone. Non, mais attends, je suis en train de lui parler, et on entend tout. Et après, donc forcément, le bot, lui, il comprend tout ça. Tout à fait. Mais il faut écouter parce que, en fait, c'est le service. Aux clients, mais aux clients qui appellent aussi, pas simplement finalement aux clients qui ont leurs propres clients, mais cette sensibilité qu'on doit avoir, qu'on doit développer, le callbot est une marionnette. Il y a quand même un humain qui pilote et qui doit finalement donner la phrase. Moi, j'écoute beaucoup de conversations parce que même au niveau de la fluidité de ce qu'on dit, c'est très important de réussir ça. Alors, Chantal qui est en train de déjà me proposer une question tout de suite. Énormément de questions, je vais en sélectionner une ou deux. Donc, à partir de quel nombre d'appels par conseiller considère-t-on qu'un VoiceBot peut être un outil rentable ? Alors moi je vais répondre parce qu'on a l'habitude. Grosso modo, pour un VoiceBot, il faut que le bot soit capable de répondre à 100 appels. Pour un chatbot, il faut être capable de répondre à 50 appels par jour. Voilà. C'est un ordre de grandeur. François a sa réponse. Pierre-Jean demande quelle est la latence entre la question posée et la réponse fournie par le VoiceBot. Alors je pense que Borja va être plutôt... Alors ça va être en dessous de la seconde généralement à peu près. Alors ça peut dépendre de beaucoup de choses. Effectivement, l'intelligence artificielle et la capacité qu'elle va avoir à traiter plein de sujets peuvent rajouter... Ou la connexion au système d'information. Ça aussi. S'il y a des demandes qui peuvent rajouter du délai. Tout à fait, parce que finalement, le robot doit peut-être aller chercher une donnée, le temps d'aller chercher certaines API, certaines bases de données peuvent être surchargées. C'est ce que nous avons dû faire pour la recherche de l'identifiant du point de livraison. Là, on dit clairement, restez en attente, mais après, ce n'est pas une attente longue, c'est une seconde, c'est 2 secondes, mais on le dit quand même. Oui. Parce que là, ce n'est pas vraiment immédiat, il y a quand même l'appel en web service et le retour du web service. Donc, du coup, mais s'il n'y a pas ça, si c'est juste de la réponse, parce que c'est une base de connaissances, on est vraiment, en tout cas, super rapide. Je le vois aussi avec le chat. C'est immédiat. On termine d'écrire et qu'on a déjà la réponse. Ou pas d'ailleurs, parce qu'on ne la connaît pas, mais le bot, il répond immédiatement. Sur les réponses longues, on est obligé d'habiller. Oui, très bien, on prend la parole parce que sinon, il y a un blanc qui fait que l'utilisateur peut se mettre à reparler et du coup ne pas être réceptif à la réponse. Alors, une dernière question, si on peut, avec Chantal, et après on passera très rapidement, Gwen qui demande quelle est la différence entre un VoiceBot et un callbot. Alors, c'est la même chose. Puisqu'en fait, un callbot, normalement, c'est au téléphone. Le voicebot peut être à la fois à l'enceinte vocale et au téléphone. Donc, en fait, c'est les deux. Et les deux mots, maintenant, vont de plus en plus proches. Alors, il est 11h55. On va pouvoir laisser la suite au prochain intervenant.
Et donc, à 17h, vous pouvez retrouver Gaps qui, vous voyez, si la table qui bouge, c'est qu'il est en train de griffonner, passer un petit coup de brosse sur ses dessins. Et donc, rendez-vous à 17h pour voir le résultat de ces cogitations. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi un tirage au sort avec des iPads et des AirPods à gagner. Donc, merci beaucoup à mes deux invités. Frédéric. Merci Sylvia pour ce retour d'expérience. Et merci Borja pour aussi tes bons conseils.